7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Dans le cadre de cet entre-deux tours des législatives, nous recevions hier un député sortant du Rassemblement national et ancien policier durant 15 ans. Avec lui, nous avons pu analyser comment l'adhésion des forces de l'ordre a basculé à droite. Si les flics sont une catégorie délaissée, parfois détestée par la gauche extrême, ce n'est pas le cas des enseignants. Depuis des décennies, cela ne fait aucun doute, la gauche a la main mise sur l'éducation nationale. Ses professeurs sont souvent le relais d'une idéologie progressiste qui se veut bien pensante, humaniste. Mais alors que le Rassemblement national est au plus haut dans les sondages, cette ère a-t-elle enfin sonné sa fin? Nous en parlons avec notre invitée. Bonjour Anne Coffinier. Bonjour Maud Koffler. Vous êtes experte en éducation et présidente de l'association Créer son école. Alors on pourrait qualifier l'éducation nationale de bastion historique de la gauche. Celle-ci a la main mise sur une majorité des enseignants et insuffle depuis des décennies son idéologie progressiste dans le crâne des enfants. Mais le pays semble changer. Les Français ont plébiscité le Rassemblement national comme leur parti favori au premier tour des législatives. Même chose au scrutin européen. Est-ce que vous pensez qu'il y a un point de bascule qui peut s'opérer chez les enseignants aujourd'hui? Les chiffres le montrent, hein. Là, il y a eu à peu près 20% des enseignants qui ont voté pour le Rassemblement national. Si on compare à 2012, c'était 3%. Ah ouais. Hein, donc, les faits sont là, c'est clair, c'est net. Et c'est historique et c'est surprenant, puisque c'est vrai que cet ancrage à gauche du corps enseignant public, hein, il est vraiment très très fort. Il est même quasiment au cœur de la culture de gauche, hein. Il y a une espèce de vase communicant entre la culture de gauche et la culture enseignante. Il faut voir aussi que les enseignants ont toujours fourni un contingent dans les syndicats, dans les structures aussi très importantes pour la gauche, comme par exemple la Ligue de l'enseignement. Donc, ça pourrait être une mutation profonde qui se jouerait là aujourd'hui. Donc de 3 à 20% en quoi? En 10 ans à peu près? Ouais. C'est ça. Alors, Le Figaro relatait hier le témoignage d'un enseignant. Je cite: « Il y a quelques années, si j'avais assumé vouloir voter pour le Rassemblement national, mes collègues ou supérieurs auraient cherché à me faire tomber. Aujourd'hui, je reste encore discret, mais je peux me dire proche de ces idées sans risquer mon poste. » Anne Coffinier, jusqu'à présent, c'était ça la réalité dans les établissements scolaires, risquer la mise au banc pour les idées politiques jugées trop à droite? Je crois que ça l'est encore. C'est ça qui est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il y a 20% des professeurs qui votent pour le Rassemblement national, mais il n'y a certainement pas 20% des professeurs qui le disent dans la fameuse salle des profs. La salle des Ouais, profs reste un lieu de gauche. ouais. Un lieu où la parole doit être alignée avec une idée classique de ce qu'est la position enseignante. Mm. Mais le basculement, je crois qu'il est vraiment dû à Samuel Paty. C'est vraiment là qu'il y a eu un basculement indéniable. Il faut reconnaître que la légèreté avec laquelle finalement cette succession d'atteintes à la sécurité au plus haut niveau des professeurs, cette légèreté du gouvernement, ce manque de changement de cap, ce manque de protection est devenu vraiment insupportable. Et les professeurs, avant, se sentaient pas respectés, ils se sentaient aussi un déclassement social. Ouais. Il est clair qu'on est très loin de la figure du notable, hein, qu'on trouve dans la littérature de Marcel Pagnol. Il est évident que cette figure-là du notable qui va devenir ensuite maire de sa bourgade et puis un peu conseiller de tout le monde, scribe, semi-avocat, et puis député plus tard, cette figure-là, elle est morte. Mm. Néanmoins, se faire planter, hein, c'est, pour parler vulgairement et crûment, Ouais. c'est autre chose. Donc là, il y a eu vraiment un basculement et les professeurs veulent que la hiérarchie administrative les protège, les soutienne et ne conteste pas leur autorité. Or, petit à petit, il est arrivé un phénomène assez curieux parce que les professeurs se voient contestés par les familles et par les élèves, pas soutenus par leur hiérarchie. Mm. Et en même temps, bizarrement, tout le monde les conteste et à la fois on leur dit qu'il faut tenir leur classe, il faut que tout le monde reste dans la classe. Donc ces espèces d'injonctions contradictoires sont devenues insupportables. Mm. Euh, voilà. Et il arrive un moment, ils se disent, il faut que effectivement, il faut qu'on puisse parler plus aux parents et que les parents soient plus associés, c'est évident. Mais il faut qu'ils restent à leur place. Il faut pas de pression non plus des parents. Ouais. Et de ce point de vue-là, la réforme du bac Blanquer a été une catastrophe parce qu'avec la généralisation du contrôle continu, évidemment, il y a une pression monumentale des familles et des élèves sur les profs, puisque ce qui compte, c'est pas le niveau, c'est pas que les élèves soient bien préparés,
Ce qui compte, c'est qu'ils aient des bonnes notes. Donc après tout, la voie la plus simple pour avoir une bonne note, c'est mettre la pression sur le prof. Mm. Et ça a tout changé. Et ça a encore plus cassé leur stature et leur utilité et leur légitimité. Ouais. Et là, ça voudrait dire que aujourd'hui, les demandes, les revendications des professeurs, entre guillemets, iraient plus dans le sens, non pas forcément d'une amélioration de l'enseignement, etc., mais plutôt d'une sécurité, davantage de sécurité, de pouvoir échanger convenablement avec les parents, de ne pas se faire taper dessus par des élèves. Parce que c'est vrai qu'on voit des images parfois ahurissantes sur les réseaux sociaux, d'élèves qui s'en prennent à leurs professeurs partout en France. On a eu des cas, effectivement, il y a eu Samuel Paty, il y a eu un autre professeur dont et j'ai un peu honte là, oublié le nom, qui s'est fait assassiner aussi. Dominique Bernard. Dominique Bernard, merci Dominique beaucoup. Bernard. Absolument. Il y a une prof d'espagnol il y a un an. Enfin bon, bref, c'est systématique en fait. C'est vraiment ça, c'est Samuel Paty, c'est l'insécurité qui a créé ce basculement. La première chose qu'il demande, la toute première chose, c'est la réévaluation des salaires. Ça, c'est vraiment la première chose, et je les comprends tout à fait. Mm. D'ailleurs, plus l'insécurité est grande et plus les salaires devraient être hauts d'ailleurs, Ouais. accessoirement. Donc, premièrement, réévaluation des salaires, et c'est normal. Deuxièmement, que l'administration les soutienne, c'est-à-dire qu'en réalité, leur autorité ne soit pas remise en cause et même qu'elle soit consolidée et qu'en réalité, ils n'aient pas tellement à s'occuper de questions d'autorité et de discipline et qu'ils puissent se consacrer à peu près à leur métier. Et ça, ce n'est pas possible parce que l'administration ne les soutient pas. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus importante. Regardez par exemple l'évolution des enseignants au sujet de la présence de la police dans les établissements et aux abords des établissements. Il y a encore 5 ans, c'était un tabou majeur. Vous auriez trouvé aucun professeur pour dire qu'il avait besoin d'un policier aux abords ou dans l'établissement. C'était vécu comme quelque chose de grotesque, à proprement parler. Là, aujourd'hui, c'est devenu consensuel. Oui, on veut la police aux abords et pourquoi pas la police à l'intérieur. Ça veut bien dire que ce besoin de sécurité a tout réorganisé en termes de hiérarchie des valeurs au sein de la culture enseignante. Alors, il y a une vraie crise des vocations dans l'enseignement, enfin l'éducation nationale. Est-ce que c'est lié d'ailleurs majoritairement à ça aussi, à cette insécurité, cette crainte de ne pas être respecté, de ne pas pouvoir faire cours, quoi? Je pense qu'il y a une série de choses. Vous avez une vocation, vous voulez enseigner. Vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'êtes pas respecté, vous devez faire du maintien de l'ordre les 3 quarts du cours. Le regard social sur vous est un regard condescendant et apitoyé. C'est toutes mes condoléances. Vous allez être prof, oh là là, mon pauvre. Donc c'est insupportable. Ensuite, il y a quand même une instabilité des conditions d'exercice sur le fond, c'est-à-dire qu'en fait, les réformes s'entassent et rendent littéralement impossible le fait de faire son métier tranquillement, posément, avec la liberté requise pour que ça soit intéressant. Un métier de cette nature, c'est un métier qui nécessiterait énormément d'autonomie, de marge de manœuvre. Et en réalité, un programme bien fait, à mon sens, devrait comporter 10 pages pour l'ensemble des niveaux, et non pas 2000. Donc il y a un moment où si vous reniez les libertés professionnelles des personnes, vous ne leur assurez pas la sécurité et en plus vous les méprisez, ça fait trop. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des gens qui s'engagent? Ça n'a aucun sens. Il y a un moment où si vous payez pas, si vous respectez pas, si vous humiliez et en plus vous rendez impossible concrètement la partie intéressante, c'est-à-dire transmettre les savoirs, cette relation aux élèves, etc., ça devient absurde. Donc là, la situation, on est en absurdie depuis assez longtemps et évidemment que les gens n'ont pas envie de devenir enseignants. Ouais. Alors pour rappel, 3100 postes n'ont pas été pourvus à l'issue des concours de recrutement externe public en 2023, selon Le Monde. Ça ne va pas s'arranger. Est-ce qu'il y a une différence notable entre le public et le privé sur ces questions à la fois de recrutement et puis même enfin j'allais dire de vote, mais oui, d'idéologie quoi. Enfin, sans parler d'idéologie, mais en tout cas de penchant, c'est-à-dire que quelles sont les priorités dans le public, quelles sont les priorités dans le privé? Disons, dans le privé sous contrat, il y a un certain nombre de choses qui marchent mieux. Tout ce qui est, par exemple, remplacement des professeurs, tout ce qui est discipline, relations aux parents, c'est vrai que ça marche mieux. Le simple fait de payer et puis de pouvoir être viré si vraiment on ne respecte pas l'établissement, ça change quand même fondamentalement la nature de la chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas des points qui ont été encore abordés par les candidats, mais il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on fait lorsque des familles ou des élèves ne respectent pas
la chance qu'ils ont de pouvoir accéder à une école publique gratuite. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Il y a une telle inversion des valeurs que je suis pas sûre que la gratuité soit aujourd'hui vraiment une chance pour l'école en réalité. Évidemment qu'il faut qu'elle reste accessible, mais lorsque vous respectez pas, moi je trouve qu'il devrait y avoir des sanctions financières. D'accord. Non, c'est intéressant. Alors, on va parler des programmes aussi. Là, on est en pleine période politique. Il risque d'y avoir un énorme chamboulement. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil au programme à la fois du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Concernant le nouveau Front populaire, est-ce que vous craignez, en cas d'accès au pouvoir, une mauvaise gestion de l'éducation nationale qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Oui, ça c'est certain. Je crains une hyper-idéologisation de l'éducation nationale. C'est Qui existe difficile de faire déjà. pire qu'aujourd'hui, mais je Ouais. pense que c'est malgré tout possible de faire encore pire. Je crains aussi des attaques directes et extraordinairement conséquentes à l'égard de l'enseignement libre. Mm. Or, la France a besoin de cette respiration qu'est l'enseignement libre, c'est évident. Et là-dessus, le Front populaire est assez clair, c'est-à-dire qu'il ne veut pas du tout de financement public des écoles privées. Or, les écoles privées scolarisent quasiment 20% des élèves et permettent d'ailleurs à l'enseignement public de respirer, accessoirement. Mm. Mm. Donc là, il y a vraiment des perspectives tout à fait dangereuses. Et puis, je crois aussi que il y a une manière d'instrumentaliser les savoirs qui me paraît tout à fait dangereuse. Les savoirs doivent rester autonomes, c'est l'ordre de la raison. Il ne faut pas qu'ils soient pollués par des considérations politiques. Mm. Alors, on parle effectivement de cette éventualité. En même temps, quand on regarde les programmes aujourd'hui ou la façon dont sont appliqués ces programmes, on a le sentiment que, enfin, vous le disiez là, la guerre est déjà perdue entre guillemets, quoi. Que le wokisme est déjà enseigné, il y a des cours d'identité sexuelle, ce genre de choses. Enfin bon, c'est déjà complètement gangréné. Est-ce qu'on n'est pas déjà arrivé à un point presque de rupture? Ça, c'est assez facile à changer pour le coup. Il y Ouais. a des choses qui sont difficiles à changer, d'autres pas. Déjà, si vous supprimez l'accréditation de la plupart des structures qui viennent dans les établissements scolaires, ça permet déjà de repartir sur une base plus saine. Ensuite, au niveau des programmes, on peut quand même élaguer un certain nombre de choses et recentrer sur les fondamentaux. Quand on voit le niveau de la France au test PISA, le test le plus célèbre, Mm. hein, le plus connu, le test PISA 1922, 2022, qui classe donc 81 pays en 2022. Bon, la France est consternante. La France, elle est 26e en maths, 29e en lecture et 26e en sciences, c'est-à-dire en général au niveau de la moyenne. Ouais. C'est grave. Pour un pays comme la France, avec son historique et l'argent qu'elle engloutit dans l'éducation nationale, c'est absolument terrible. Mm. Et notamment le décrochage en mathématiques, je ne sais pas si on prend la mesure de ce que ça signifie, mais c'est sans précédent déjà, et ensuite ça aura des conséquences terribles. Mm. Donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas s'affoler. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Par contre, il y a des choses qui vont prendre du temps. Vous ne changez pas la formation des professeurs, l'état d'esprit des professeurs, par un claquement de doigts. C'est sûr. Ça, c'est certain que ça prend du temps. Mais vous pouvez impulser des choses tout à fait nouvelles assez rapidement. Et les professeurs, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que s'ils voient qu'on les respecte plus et qu'ils ont plus d'autonomie et que les plus travailleurs et ceux qui ont les meilleurs résultats ont à la fois plus de budget, plus de responsabilité, je pense que le signal, il est assez clair. Mm. Il faut aussi prévoir des manières pour les professeurs qui sont fatigués ou qui sont devenus inadaptés à leur tâche de quitter l'enseignement. Ça aussi, c'est un des graves défauts de notre système, c'est qu'il ne prévoit pas de voie de sortie. Mm. Or, enseigner, c'est quelque chose d'extraordinairement fatigant. Et il est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, les professeurs soient usés et aspirent à autre chose. Mais en réalité, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Et ils ont peur de ce vide. Et donc, ils restent non pas par vocation, mais ils restent par peur. Ouais. Euh, donc, c'est très important d'organiser ça de manière tout à fait décomplexée, dès le début, bien sûr, des passerelles avec d'autres fonctions publiques, mais pas que. D'abord, il y a un problème culturel aussi qui est diffusé par l'éducation nationale, c'est cette espèce d'hostilité au monde de l'entreprise. Et ça, c'est diffusé aux élèves dès le plus jeune âge. Il y a une hostilité au secteur privé, il y a une hostilité à l'entreprise, il y a une hostilité au fait d'entreprendre. Mm. Et ça doit être changé. Et une des manières de changer ça, je me souviens très bien d'en avoir parlé avec François Michelin il y a une quinzaine d'années,
c'était par exemple d'organiser systématiquement des périodes en entreprise pour les enseignants, pour qu'ils voient autre chose, Ouais. pour qu'ils aient un regard peut-être plus complet sur la société, puisque les enseignants sont des gens qui fréquentent beaucoup leurs pairs, qui restent entre enseignants, beaucoup des gens du secteur public et finalement pas beaucoup d'autres figures. Et ça mérite qu'ils comprennent ça et qu'ils intègrent ça pour que leur regard sur l'entrepreneuriat, leur regard sur le secteur privé soit différent. Ça permettrait de changer l'attitude des élèves à l'égard du fait d'entreprendre, de pratiquer des métiers. Ça changerait aussi le regard des élèves sur les sections professionnelles. Et ça c'est urgent de changer ça. Et ça permettrait aussi aux enseignants de pouvoir se reconvertir sans effroi. Et ça, c'est aussi une urgence, car il va falloir vraiment faire rentrer un certain nombre d'enseignants par reconversion dans le corps enseignant et en faire sortir d'autres vers d'autres horizons plus adaptés à l'état actuel de leurs aspirations. Mm. Très rapidement, Anne Coffinier, certains syndicats de professeurs ont indiqué que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, ils n'appliqueraient pas le programme voulu par le Rassemblement national. C'est possible, ça ? Ça me rappelle ce qui s'était passé quand Robien avait dit qu'il changeait la méthode de lecture. Vous vous souvenez qu'il avait décidé de Oui. restaurer la méthode syllabique. Mm. Et alors, ça avait fait une histoire absolument pas possible. Il y a eu des déclarations de tous les côtés. Et notamment, il y avait un groupe d'inspecteurs généraux qui avait dit non possumus, nous n'appliquerons pas cette réforme inique, etc. Mm. Et à ma grande surprise, il n'avait pas été mis à pied. Eh ben moi, je pense que quand des gens, lorsqu'ils sont fonctionnaires, je dis bien lorsqu'ils sont fonctionnaires, prennent des positions politiques en sortant de leur réserve, eh bien, il faut une mise à pied immédiate. C'est aussi simple que ça. Et le règlement le prévoit, il n'y a pas besoin de faire des lois pour ça. Bah écoutez, c'est dit. Merci beaucoup Anne Coffinier. Je rappelle que vous êtes expert en éducation et présidente de l'association Créer son école. Bon, on suivra tout ça avec vous de toute façon et puis on vous réinvitera pour évoquer ces chamboulements dans l'éducation nationale s'il y en a à la rentrée. Merci beaucoup Anne Coffinier. À très bientôt.